Il existe des artistes populaires, des légendaires. Et puis il y a Michael Jackson à l'apogée de sa carrière. L'ampleur de cet artiste était telle qu'on avait l'impression que le monde entier pouvait tenir dans sa paume. Mais le monde est une chose fragile. Les succès populaires, la voix inimitable et la chorégraphie incroyable n'étaient qu'un aspect de l'histoire de Jackson. L'autre côté, peu de gens pouvaient même l'imaginer. En 1993, Michael a été accusé d'avoir abusé d'un garçon de 13 ans. La police a ouvert une enquête. Les parties ont engagé des avocats coûteux et la presse a déterré une multitude de détails sordides. Le public, stupéfait, suivait ce qui se passait. Après tout, ce n'est pas tous les jours que la principale star de la planète est soupçonnée de pédophilie. L'affaire n'est jamais allée en procès. Jackson a versé 20 millions de dollars aux victimes et elles ont retiré leur plainte. Une partie du public a décidé que le chanteur coupable s'était simplement racheté. L'autre était convaincu que les parents du garçon avaient tout inventé pour gagner de l'argent. Avec une grande probabilité, tout aurait été progressivement oublié, mais le temps passait et de nouveaux garçons apparaissaient, de nouvelles plaintes, des procès, des articles et des documentaires. De nombreux auteurs de biographies de Jackson recourent à une méthode peu honnête. Ils écrivent ou réalisent des œuvres en ne se concentrant que sur un seul aspect de l'artiste. Par exemple, uniquement sur ses chansons géniales, le talent de l'interprète ou la révolution dans la pop music. D'autres se concentrent exclusivement sur la vie personnelle de Michael, les opérations esthétiques, le blanchiment de la peau, les dépendances et, bien sûr, les accusations d'abus sur mineurs. Cependant, il n'y avait pas deux Michael Jackson, il n'y avait qu'un seul homme, éclatant, talentueux, ayant changé à jamais l'histoire de la musique, mais en même temps complexe, contradictoire et imparfait. C'est précisément ce Michael Jackson-là que je vais vous raconter maintenant. L'allée des étoiles à Hollywood est généralement bondée. Pour de nombreux touristes du monde entier, c'est presque la principale raison de venir à Los Angeles et la seule chance de voir le boulevard hollywoodien vide si l'on arrive tôt. Il est maintenant 8 heures du matin, ce que l'on peut juger à mon air légèrement endormi. Et sous mes pieds se trouvent 2000 étoiles portant les noms d'acteurs, de réalisateurs, de musiciens et d'autres figures du show business. Sans doute, la plus longue file d'attente se forme devant l'étoile de Michael Jackson. Il est difficile de citer des musiciens qui ont eu un impact aussi fort sur l'histoire de la musique mondiale, à part peut-être les Beatles ou peut-être Elvis Presley. Michael s'efforçait de s'aligner sur ces deux icônes. En réalité, il ne cherchait même pas seulement à égaler. Il tentait d'être meilleur, plus grand, plus célèbre, et en grande partie, il y est parvenu. Los Angeles est la capitale de l'industrie musicale mondiale. C'est ici que Michael Jackson est devenu une mégastar. Ici se trouvent les studios où il a enregistré ses chansons. Ici les maisons où il a vécu. Ici les rues et les bâtiments où il a tourné ses clips. C'est ici que se sont produites ses ascensions les plus vertigineuses et ses chutes les plus douloureuses. Mais l'histoire de Michael Jackson ne commence pas ici. Elle commence là où les palmiers ne poussent pas, où les hivers sont rudes et où le show business semble quelque chose de lointain et d'inaccessible. Gary est une petite ville de l'État de l'Indiana. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un endroit prospère. Un faible niveau de vie, un taux de criminalité élevé, de nombreuses maisons vides et des bâtiments abandonnés. Peut-être que l'attraction principale de Gary est une petite maison construite
au milieu du siècle dernier. C'est ici qu'a vécu une grande famille, des parents et 9 enfants. Beaucoup d'entre eux deviendront des musiciens populaires, et l'un d'eux, une superstar. Dans les années 50, la situation à Gary était légèrement meilleure qu'aujourd'hui. Les usines et les fabriques étaient en activité, et la ville était divisée en quartiers plus ou moins prospères. Dans le premier vivaient principalement des Blancs, dans le second, des Afro-Américains. C'est là, à la fin des années 40, que Joseph Jackson a construit sa maison. Il était jeune et rêvait de devenir acteur ou musicien, mais dans une ville comme Gary, un jeune homme noir avait, en réalité, 3 chemins: l'usine, la prison ou la mort. Joseph, comme on pouvait s'y attendre, a choisi le premier. En 1949, il a épousé une jeune femme nommée Catherine, et déjà 1 an plus tard, ils ont eu un enfant. C'était le premier d'une longue série, 3 filles et 6 garçons. L'avant-dernier des frères a été nommé Michael. C'était en 1958. La famille Jackson ne vivait pas vraiment dans la pauvreté, mais plutôt de manière très modeste. L'un des frères se souvenait plus tard qu'il se nourrissait constamment de pâtes, et en grandissant, il ne pouvait plus les supporter. Nourrir 9 enfants n'était pas facile. C'est pourquoi même la mère, Catherine, devait de temps en temps travailler comme caissière dans un magasin. La grande famille s'entassait dans une petite maison située dans un quartier peu sûr. Catherine et Joseph étaient des parents stricts. Et en tant que mesure éducative, le père utilisait parfois la ceinture ou même un fil électrique. Michael a par la suite parlé de cette expérience traumatisante dans de rares interviews. Pour sa défense, Joseph faisait remarquer que l'usage de la force était nécessaire pour que les enfants ne manquent pas l'école, participent aux activités et rentrent chez eux à l'heure. Dans le quartier défavorisé de Gary, il était en effet facile de sombrer dans la criminalité. Un des fils aînés, Tito, a été un jour braqué juste à côté de la maison par un adolescent armé d'un pistolet. Au milieu du XXe siècle, la famille Jackson ressemblait à des milliers d'autres familles afro-américaines à travers l'Amérique, non seulement par sa situation sociale et ses problèmes typiques, mais aussi par son amour pour les genres musicaux traditionnels. Joseph Jackson jouait de la guitare dans l'un des groupes de blues amateurs de la ville. L'un des fils aînés, Tito, prenait parfois sans permission la guitare de son père. D'autres frères, y compris le petit Michael, s'asseyaient à côté et commençaient à jouer des chansons populaires de l'époque, interprétées par des artistes de soul et de R&B. Catherine, en remarquant cela, décida de ne rien dire à Joseph. Mais lors d'un de ces concerts improvisés, une corde de la guitare se cassa, selon les souvenirs de certains frères. Après cela, le père a battu Tito. D'autres sources affirment que c'est une forte exagération. Comme dans de nombreux épisodes de la vie de la famille Jackson, différents membres ont par la suite donné des interprétations complètement différentes des mêmes événements. Selon la version officielle de la création du groupe, The Jackson 5, c'est le père, Joseph, qui était l'inspirateur musical du collectif. Dans un journal, il a vu une annonce pour un concours de talent de la ville et a envoyé 5 de ses fils. Le membre le plus jeune et le plus charismatique du groupe était le petit Michael, âgé de 7 ans. Il était responsable du chant. Lors de leur premier concours musical, le groupe nouvellement formé remporte la victoire avec une large avance et obtient le droit de se produire dans des hôpitaux et des maisons de retraite. À l'époque, le groupe s'appelait encore The Jackson Brothers, mais il est rapidement renommé The Jackson 5. Après ce rebranding,
le groupe commence à gagner en popularité dans sa ville natale. Ils se produisent sur de nouvelles scènes, participent à de nouveaux concours et remportent des prix. Progressivement, les frères passent à l'étape suivante de la carrière de tout jeune artiste. Et je ne parle pas de la radio ou de la télévision, mais de concerts dans des établissements peu recommandables. Les Jacksons, travaillant principalement la nuit, se produisant entre des comédiens peu talentueux et des stripteaseuses de troisième zone, dans des lieux où les mineurs ne sont généralement pas admis. Mais les gars plaisent au public et un heureux hasard change tout. Bientôt, les Jackson reçoivent une offre du célèbre label de Detroit, Motown Records. Selon une version, c'est la chanteuse Diana Ross, déjà star de Motown, qui a remarqué les frères lors d'une tournée à travers le pays. Selon une autre version, c'est un autre employé de la société, moins connu. Quoi qu'il en soit, la famille se rend à Detroit pour une audition. Des images ont été conservées, peut-être l'un des tout premiers enregistrements vidéo des Jackson 5, sur lesquels, si l'on regarde de près, on peut apercevoir des indices de la future célébrité de Michael. La direction de Motown propose un contrat au groupe. C'est un grand label, connu pour son travail, avec des artistes afro-américains. Et les producteurs n'étaient pas vraiment désireux de travailler avec des enfants. Ils avaient déjà eu une expérience difficile avec Stevie Wonder, qui n'avait que 12 ans. Travailler avec de jeunes artistes n'est pas facile. Tout doit être approuvé par les parents, ce qui est source de problèmes constants. La seule raison pour laquelle le label est prêt à proposer un contrat aux enfants, c'est s'ils sont vraiment exceptionnels. Les Jacksons le sont, principalement grâce à Michael. Le garçon a une excellente voix. Il se déplace avec rythme, mais surtout, il a une énergie particulière. C'est peut-être cela qui deviendra la principale raison de son succès futur. Il est important de noter que la vie d'un artiste, en particulier d'une star, est inextricablement liée aux subtilités juridiques, contrats, accords, redevances, honoraires, et ainsi de suite. Tout cela influence directement le parcours créatif, et la biographie de Michael Jackson en est un excellent exemple. Nous y reviendrons à plusieurs reprises. Le premier épisode de ce genre s'est produit lors de la signature du fameux contrat avec Motown, étant donné que les artistes étaient mineurs. Toutes les procédures officielles étaient effectuées par leur père. Mais qui est Joseph Jackson? Un pauvre travailleur sans éducation. Il n'avait pas d'argent pour un avocat, et lui-même n'a même pas pu lire le contrat en détail, ce qui est devenu un problème. Joseph voulait signer un contrat d'1 an avec le label, tandis que le label souhaitait un contrat de 7 ans. Signer un contrat court n'avait pas de sens pour les producteurs. Pourquoi investir du temps et de l'argent dans des artistes s'ils peuvent partir dans 1 an? Les producteurs ont donc utilisé une ruse. Ils ont officiellement signé un contrat d'1 an. Mais l'un des clauses stipulait que les Jacksons ne pouvaient pas collaborer avec d'autres labels pendant encore 7 ans. Joseph a signé, sans même se soucier des détails. Cependant, ne diaboliserons pas excessivement les producteurs de Motown. À un certain degré, ils prenaient aussi des risques en investissant dans des artistes débutants. Le groupe devait composer des chansons originales, les enregistrer et les faire connaître au public, c'est-à-dire investir du temps et de l'argent sans garantie de succès. À partir de ce moment, la vie des membres du groupe change radicalement. 5 jours par semaine, les frères vont à l'école et le week-end, ils se rendent à Detroit en studio pour écrire des morceaux et apprendre. On leur explique comment se comporter sur scène, comment bouger et comment contrôler leur voix. Les Jackson
continuent de se produire dans différentes villes, suscitant progressivement l'intérêt à leur égard. Mais le talent et l'assiduité ne suffisent pas. La véritable carrière de tout artiste vraiment populaire commence avec un premier grand succès, et le groupe n'en a pas encore. La chanson qui est destinée à devenir le principal succès des Jackson 5 a été initialement écrite pour d'autres artistes de Motown. Les paroles et l'arrangement étaient complètement différents. Cependant, au final, le monde entier la connaîtra précisément dans l'interprétation des Jackson 5. Il s'agit de la chanson « I Want You Back ». Cette mélodie a été entendue au moins une fois même par ceux qui ne savent rien du groupe. Le morceau figure dans presque toutes les compilations des plus grands succès des années 70. Techniquement, la chanson est sortie à la fin de 1969 et a débuté assez modestement dans les charts. Cependant, elle a rapidement gagné en popularité et a atteint les positions les plus élevées. La voix éclatante du jeune soliste a immédiatement été remarquée par les critiques. Le label a instantanément activé sa machine marketing à plein régime. Le groupe a été programmé pour de nombreux concerts, y compris à la télévision. Les costumes des frères Jackson deviennent plus colorés, leur coiffure plus volumineuse, et leur sonorité correspond parfaitement à la vision des producteurs. Un boys band enfantin, légèrement sucré, mais follement populaire. C'est à ce moment-là que les frères déménagent complètement à Los Angeles. Pour eux, et surtout pour Michael, cette nouvelle ville est tout simplement un paradis. Hollywood, un été éternel, des fleurs éclatantes et des palmiers. Tout ce qui manquait à leur ville natale de Gary. Cependant, ils ont rarement l'occasion de profiter du temps qu'il fait. Déjà 6 mois après la sortie de leur album début, Diana Ross Presents The Jackson 5, le prochain disque, ABC, voit le jour. Les 2 albums sont réalisés selon le schéma standard des producteurs. Prendre 1 à 2 hits potentiels et ajouter une dizaine de morceaux ordinaires pour compléter. Les frères enregistrent en studio pendant 12 heures par jour, et le reste du temps, ils sont en tournée et continuent d'apprendre le chant et la chorégraphie. Une question logique se pose. Quand vont-ils à l'école? Surtout les plus jeunes, Marlon et Michael, qui ont alors 12-13 ans. Environ 1 an après leur déménagement à Los Angeles, les plus jeunes Jackson sont transférés d'une école ordinaire à une école spécialisée. C'est là que vont les enfants travaillant, dans l'industrie musicale ou cinématographique, et la direction comprend leurs absences fréquentes. En 1971, la famille achète enfin sa propre maison, dans un quartier plutôt cher de Los Angeles. Bien que selon le contrat avec Motown, les Jackson 5 ne recevaient qu'un modeste pourcentage des ventes de disques et des concerts. En quelques années, le groupe devient si populaire qu'ils ont suffisamment d'argent pour acquérir une bonne propriété. La maison de Havenhurst deviendra la résidence familiale pendant de nombreuses décennies. Michael y vivra même au début de sa carrière solo. Déjà à une époque où il pourra se permettre de vivre où il le souhaite. 6 ans plus tôt, lorsque les fils commençaient à remporter des concours à Gary, Joseph Jackson avait écrit dans une lettre à son frère « Un jour, grâce à mes garçons, je quitterai l'usine. » Et il avait raison. Au début des années 70, les Jackson 5 sont au sommet de leur popularité. Ils partent en tournée, y compris en Europe, et partout, ils sont accueillis par des foules hurlantes. L'écrasante majorité des fans sont des adolescentes. Mais malgré le fait que Michael soit le leader du groupe, la majeure partie de l'attention revient à ses frères aînés. Michael est encore un enfant, après tout. Selon les souvenirs des producteurs,
Il ne comprenait pas complètement le sens des chansons qu'il chantait. La plupart d'entre elles parlaient d'amour, et un garçon de 12 ans ne pouvait tout simplement pas avoir cette expérience. Pour Motown Records, les frères Jackson deviennent des artistes principaux, au même titre que Diana Ross. Les producteurs prévoient de tirer parti du succès du groupe et de faire de chaque membre une star à part entière. Parallèlement aux albums qui sortent régulièrement, le label publie des disques solos de Michael, Jackie et Jermaine. Cependant, le public accueille ces sorties sans un enthousiasme particulier. Vers 1972-73, on a l'impression que la popularité des Jackson 5 est en déclin. À cette époque, des problèmes surgissent également dans la vie personnelle de la famille. Les frères aînés se marient et commencent à vivre séparément. Joseph n'est pas ravi du choix de leur fiancée, mais ce n'est même pas sa principale préoccupation. À cette époque, il trompe souvent sa femme, et l'un de ses maîtresses a eu un enfant de lui. En apprenant cela, leur mère, Catherine, a demandé le divorce. Elle retirera plus tard sa demande. C'est à partir de ce moment que les relations entre Michael et son père deviennent tendues. Michael commencera à l'appeler Joseph au lieu de papa. La puberté est une période difficile dans la vie de tout adolescent. Et pour une star adolescente, c'est encore plus compliqué. Michael commence à s'inquiéter de son nez large, de ses boutons et de sa voix qui mue. Étrangement, ce dernier problème se résoudra relativement facilement avec le temps. Michael passera d'un soprano d'enfant aigu, des débuts des Jackson 5, à un timbre adulte sur son premier album solo. En revanche, son grand nez et sa peau problématique deviendront l'une des raisons de nombreuses opérations esthétiques à l'avenir. Au début des années 70, Michael ne recourt pas à des mesures aussi radicales. Il se contente de camoufler ses défauts avec du maquillage et adopte un régime végétarien, renonçant complètement à la viande, dans l'espoir d'améliorer l'état de sa peau. En 1975, le long contrat de 7 ans des Jackson 5 avec Motown arrive à son terme. Pendant ce temps, les frères sont devenus des musiciens expérimentés et leur style a évolué vers le disco en plein essor. Bien que certains singles du groupe continuent de rencontrer du succès auprès du public dansant, dans l'ensemble, le collectif est en déclin. Passer du statut de stars enfantines à celui d'artistes adultes populaires est très difficile. De plus, les Jackson souhaitent créer leur propre musique et non seulement interpréter le matériel des compositeurs de la maison, ce qui ne fait pas partie des plans de Motown. Quitter pour un autre label semble être la solution la plus logique, mais le groupe n'est pas au sommet de sa gloire et les droits sur les chansons ainsi que le nom Jackson 5 appartiennent à Motown. Dans une certaine mesure, les Jackson ont de la chance. Un producteur de la célèbre société CBS attire leur attention. Le nouveau label engage d'autres compositeurs qui forment un nouveau son pour le groupe. Il y a plus de funk rythmique et le sens des chansons se concentre sur le fait de passer un bon moment. À ce moment-là, Michael a 17 ans et il a déjà passé la moitié de sa vie sur scène et en studio. Pour beaucoup, il est évident que son potentiel de star est bien supérieur à celui des autres membres du quintet. Cependant, les derniers albums des frères ne rencontrent pas un grand succès, tout comme les disques solos de Michael. On peut être un chanteur ou un danseur incroyablement talentueux, ou les deux en même temps, mais pour devenir une superstar, il faut un matériel vraiment exceptionnel et unique. Et Michael trouvera cela dans quelques années, en grande partie grâce au hasard. Quelques années auparavant, Motown
avait décidé de s'impliquer non seulement dans la musique, mais aussi dans la production cinématographique. Leur premier projet fut un film musical, inspiré du Magicien d'Oz. Plusieurs artistes principaux du label, dont Diana Ross et Michael Jackson, qui obtint le rôle de l'épouvantail, furent invités à jouer des rôles marquants. Le film sortit en 1968 et fut un échec au box-office. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui est important, c'est que pendant le tournage, Michael rencontra une personne qui allait grandement contribuer à faire de lui une superstar. Quincy Jones, né dans une famille pauvre, avait gravi les échelons grâce à la musique et était devenu très influent à la fin des années 70. Il écrivait des chansons pour de grandes stars, y compris Frank Sinatra, et était également compositeur pour des dizaines de films hollywoodiens, y compris le fameux Magicien. C'est là qu'il rencontra Michael Jackson, et ils décidèrent de travailler ensemble sur son album solo. Jones avait un peu plus de 40 ans. Pour Jackson, il deviendrait non seulement un mentor musical, mais remplacerait également son père dans une certaine mesure. Tout semblait parfait. Les deux étaient pleins d'idées et désiraient enregistrer un nouvel album. Cependant, quelques obstacles se sont présentés. Tout d'abord, le label n'appréciait pas la candidature de Quincy Jones. Pour les dirigeants, il semblait trop jazz, pour le dire de manière moins polie, démodé. De plus, les producteurs n'avaient pas du tout prévu de sortir un album solo pour Michael. Après tout, il était encore membre actif du groupe familial, même si Michael lui-même n'avait pas vraiment envie de continuer à travailler avec ses frères. Jackson avait depuis longtemps évolué en un musicien autonome qui surpassait de loin les autres membres du quintet. Il passait le plus de temps en studio, s'investissait davantage dans la chorégraphie et, surtout, il désirait ardemment devenir une star. Il était temps de passer à autre chose. Si les États-Unis sont un melting pot, Los Angeles en est l'un des épicentres. En sortant dans la rue animée, vous entendrez sans effort des discours dans des dizaines de langues et verrez des personnes de toutes les couleurs de peau. À la fin des années 70, Quincy Jones et Michael Jackson se fixent un défi créatif complexe. Ils veulent réaliser un album pour tous, une musique qui unisse les auditeurs, quelle que soit leur origine ou leur goût. Le résultat de leur travail, l'album Off the Wall, 1969, connaît un grand succès, mais n'atteint pas pour autant l'objectif principal que Jackson et Jones s'étaient fixé. Malgré d'excellentes ventes et le premier Grammy Award de Michael, cet album n'a pas marqué une percée qualitative. Il a simplement consolidé sa position en tant que star de la musique R&B et soul, sans le propulser au rang de mégastar mondial au-delà de ces genres. Ils avaient besoin de quelque chose de plus. Dans le travail sur le prochain album, les musiciens ne comptaient pas se limiter à des cadres quelconques. Ils voulaient que le disque comporte des morceaux très variés qui s'harmonisent néanmoins entre eux. Après avoir rassemblé plusieurs excellentes compositions, Quincy réalise qu'il leur manque tout de même cette chanson capable de briser les barrières raciales, celle qui plairait à un large public blanc, amateur de rock. Le producteur commence à chercher une composition dans ce style, et Michael lui propose une idée de morceau rock rythmique. Jones adore l'idée, et ils se mettent immédiatement au travail. Le résultat est la chanson Beat It, avec un solo énergique du guitariste Eddie Van Halen. Hier encore, Michael Jackson chantait des disques disco entraînants. Et maintenant, son nouvel album présente un morceau de rock dur comme celui-ci. Le troisième grand succès de l'album est le morceau intitulé Starlight Love, Amour à la lumière des étoiles. De plus,
C'est ainsi que l'album entier devait initialement s'appeler. L'auteur de la composition, Rod Temperton, avait donné son nom au précédent album Off the Wall, donc on comptait sur lui. Mais un matin, Temperton se réveille avec une idée. Thriller, un titre qui aura fière allure sur une affiche. Et ce qui a fière allure sur une affiche est un bon titre. Rod réécrit d'urgence les paroles de la chanson. La composition se transforme en un morceau d'horreur. Et pour renforcer l'effet, les musiciens décident d'inviter le célèbre acteur de films d'horreur, Vincent Price. C'est lui qui prête sa voix inquiétante en arrière-plan. De l'extérieur, on pourrait penser que le travail sur Thriller, destiné à devenir légendaire, ressemblait à une créativité sans limite. Jackson et Jones expérimentent avec le son et les genres, invitent des musiciens de talent, écrivent et réécrivent des chansons. Mais en réalité, ils ont dépassé tous les délais possibles. La société CBS a plusieurs fois reporté la date de sortie de l'album. L'entreprise n'était pas dans une excellente situation financière et elle attendait ce succès avec impatience. Enfin, à l'automne 1982, l'enregistrement du disque est terminé. Le jour où le travail s'achève, Michael Quincy et Rod Temperton sortent du studio Westlake et prennent une photo mémorable. La photo a été prise presque au même endroit où je me tiens maintenant. Devant moi se trouve le bâtiment du studio, derrière, le restaurant Taco Bell, qui, soit dit en passant, est toujours en activité. Si l'on regarde cette photo hors contexte, il est impossible de croire qu'elle capture des personnes qui viennent de terminer l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. L'album Thriller est sorti 2 jours plus tôt que prévu, en raison d'une fuite. Une station de radio a commencé à diffuser des chansons de l'album avant même le lancement officiel. Cependant, toutes les stations ne partagent pas cet engouement. Certaines, ciblant un public rock blanc, ne veulent pas inclure Beat It dans leur rotation. Pour elles, Jackson est un artiste d'une autre planète. De plus, le problème se pose même avec la chaîne progressive MTV, qui au départ refuse de diffuser le clip de Billie Jean. Selon l'une des versions des événements, le directeur de CBS résout le problème. Dans un accès de colère, il appelle le responsable de MTV et menace de retirer tous les artistes de la corporation de l'antenne si la chaîne ne diffuse pas Billie Jean. De plus, plusieurs artistes célèbres, comme David Bowie et Miles Davis, prennent la défense de Michael. Finalement, la vidéo est diffusée sur MTV. La chaîne de télévision affirme encore aujourd'hui qu'il n'y avait pas de problème racial et qu'elle n'a jamais entravé la diffusion du clip. Mais quoi qu'il en soit, en 1983, Billie Jean conserve pendant plusieurs mois le titre de vidéo la plus populaire sur MTV. Les clips musicaux de plusieurs morceaux de Thriller constituent un facteur non négligeable du succès de l'ensemble de l'album. Les vidéos de Beat It, Billie Jean et Thriller ont entraîné une véritable révolution dans le genre du clip musical. Chacune d'elles possède une certaine intrigue, une chorégraphie complexe, des effets spéciaux et un budget élevé. On a vraiment l'impression de regarder un court-métrage musical. Tous ces éléments sont particulièrement évidents avec Thriller. Après la sortie de Billie Jean et Beat It, Michael n'était au départ pas très enclin à réaliser autre chose. Mais son manager, Frank DiLeo, l'a convaincu. Les nouveaux clips stimulaient parfaitement les ventes de l'album. À ce moment-là, Jackson vivait encore chez ses parents, dans cette même maison sur Havenhurst. C'est là que le célèbre réalisateur John Landis vient pour discuter du concept de la nouvelle vidéo. Selon les témoignages, la chambre de Michael était une petite pièce encombrée de cartons
et de divers objets. Jackson propose l'idée de faire du clip un mini-horreur. Le réalisateur écrit le scénario. Un budget est établi. Et le coût du clip s'élève à environ 1 million de dollars. Aujourd'hui, cette somme ne signifie pas grand-chose, mais en 1983, 1 million de dollars représentait environ 20 fois plus que le clip musical le plus cher à l'époque. Le label de Michael refuse de payer une telle somme. L'argument implacable des producteurs: qui a besoin d'un clip musical avec des monstres? Finalement, le budget est rassemblé par des méthodes créatives. L'équipe de Jackson réalise un documentaire sur la création du clip et vend les droits, couvrant ainsi une grande partie des frais. Une telle dépense est tout à fait justifiée si l'on regarde la version complète de Thriller. Elle dure 13 minutes et ressemble davantage à un véritable film d'horreur, avec un grand nombre d'acteurs, du maquillage et d'autres éléments coûteux. Derrière moi se trouve cette fameuse maison du clip de Thriller. C'est un excellent endroit pour raconter l'histoire de la façon dont Michael Jackson a failli détruire tout le matériel filmé. Imaginez, un budget énorme dépensé, le tournage terminé, le réalisateur s'apprête à monter la vidéo. Et là, Jackson appelle son avocat et exige de détruire les bandes. En fait, les témoins de Jéhovah ont d'une manière ou d'une autre appris que Michael tournait un clip sur des loups-garous et des zombies, et ils ont menacé de l'excommunier. En apprenant cela, Landis s'est barricadé dans son bureau avec toutes les bandes et n'est pas sorti tant que la situation ne s'est pas résolue. Plus tard, Jackson s'est excusé et a reconnu que le clip était excellent. Cependant, la version complète a finalement reçu un petit avertissement au début, indiquant que le film ne promeut pas la foi en des forces obscures. Heureusement, les bandes n'ont pas été détruites, car le clip est devenu non seulement un événement marquant dans la carrière de Jackson, mais aussi l'un des symboles des années 80. Avant que Michael ne sorte l'album Dangerous dans les années 90, il se souviendra du compositeur Tchaïkovski. « Regardez le casse-noisette », dira Jackson. « Il n'y a pas de morceau de remplissage. Chaque partie du ballet est un succès. C'est ainsi que doit être mon album. » La question de savoir si Dangerous est devenu un tel disque est discutable, mais Thriller, au début des années 80, l'est certainement devenu. 7 des 9 chansons de l'album atteignent le top 10 des charts musicaux. 3 clips vidéo pour ces chansons provoquent une révolution sur MTV. L'album lui-même devient le disque le plus vendu de l'histoire. Et cette fois, pas seulement parmi les artistes afro-américains, mais parmi tous les artistes de la planète. Sur la vague du succès de Thriller, en 1984, Michael Jackson devient la star mondiale. Au cours des quelques années écoulées, depuis la sortie d'Off the Wall jusqu'au triomphe fulgurant de Thriller, son apparence a considérablement changé. Michael a beaucoup maigri. Cela est dû à un strict végétarisme et à des entraînements de danse épuisants. Sa chevelure afro-volumineuse appartient désormais au passé. Il a grandi et changé de style. De plus, la nouvelle forme de son nez est le résultat de plusieurs opérations esthétiques. Son nez a été considérablement réduit. Les maquilleurs ont remarqué de petites cicatrices sur son visage. 10 ans plus tard, dans l'interview célèbre avec Oprah Winfrey, Michael dira que la raison de la chirurgie esthétique est les exigences de la profession. Selon lui, il n'y a pas une seule personne dans le show business dont le visage n'ait pas été travaillé par un chirurgien. C'est peut-être vrai, mais seulement en partie. Il est certain qu'un des motifs de la réduction de son nez
était un traumatisme d'enfance. Ses frères le taquinaient en l'appelant « grand nez » et lui-même se souciait constamment de sa taille. Après le succès de Thriller, il devient évident que Michael doit partir en tournée pour son premier grand concert solo. Cependant, ses frères le persuadent de partir en tournée avec eux aussi. Cette fois, Michael est fermement décidé à refuser. Pour Joseph Jackson et les autres, c'est un problème. Leur précédente tournée n'a pas été très rentable et les ventes des albums laissaient à désirer. Mais la famille est déjà habituée à vivre et à dépenser comme de vraies stars. Le succès financier de la tournée à venir ne peut être garanti que par la participation de Michael, mais il refuse toujours. Les frères font alors appel à leur arme secrète. Ils impliquent leur mère. Après une conversation avec Catherine, Michael accepte. L'un des moyens de rendre la tournée rentable est de conclure un contrat de publicité avec un sponsor. Pepsi est prête à jouer ce rôle. Selon les termes du contrat, les frères et Michael doivent apparaître dans une série de publicités télévisées. Il est important de comprendre qu'au début des années 80, la perception des stars apparaissant dans des publicités était différente. Après le succès retentissant de Thriller, Michael a acquis de nombreux amis parmi les célébrités de premier plan, et beaucoup d'entre eux, en apprenant l'offre de Pepsi, l'ont mis en garde. Il vaut mieux commencer à tourner des publicités lorsque ta carrière est en déclin, alors que celle de Michael est en plein essor. Néanmoins, il accepte. Pepsi propose une somme énorme, 5 millions de dollars. Pour comparaison, 1 an plus tôt, Coca-Cola avait dépensé moins pour le parrainage d'une Olympiade entière. Évidemment, de telles sommes n'étaient promises que si Michael apparaissait lui-même dans les publicités. Lors du tournage de l'une des publicités, un accident se produit. Selon le scénario, des effets pyrotechniques devaient exploser à proximité de Michael, et ils étaient placés trop près. Dans l'un des prises, les cheveux de Michael prennent feu. Il est immédiatement transporté à l'hôpital. Selon le chirurgien plasticien de Jackson, la brûlure était très grave, de la taille d'une paume. Michael subit une opération, au cours de laquelle on lui place sous la peau quelque chose ressemblant à un implant. Cet incident aura un impact considérable sur sa vie. Il devra subir plusieurs opérations et la zone de la brûlure devra être dissimulée avec des cheveux postiches. Mais surtout, Michael souffrira de douleurs intenses et c'est peut-être à partir de ce moment-là que commencera sa dépendance progressive aux analgésiques. Après l'incident, Pepsi verse à Jackson 1,5 million de dollars en compensation et il consacre la totalité de cette somme à la création d'un centre de traitement des brûlures à Los Angeles. D'ailleurs, cela sera le premier d'une série d'actes de charité de Jackson. À peine 1 an plus tard, il écrira la célèbre chanson « We are the world », « Nous sommes le monde ». La création de ce morceau réunira des dizaines des principaux artistes de l'époque. Bob Dylan, Stevie Wonder, Tina Turner et bien d'autres. Grâce aux ventes de la chanson, 60 millions de dollars seront collectés pour aider les pays africains qui souffraient alors de la famine. En 1984, la tournée du groupe Jacksons, intitulée Victory, débute. Avant cela, 7 mois de répétitions épuisantes ont eu lieu. Michael proposait constamment des idées pour la mise en scène, la scénographie, l'éclairage et les effets. En un mot, il ne voulait pas partir en tournée, mais le perfectionnisme n'a pas de bouton d'arrêt. L'objectif de la tournée est traditionnel, promouvoir le nouvel album des Jacksons qui s'appelle également Victory. Pourtant,
aucune chanson de cet album n'est finalement interprétée lors des concerts. La majeure partie du spectacle voit chaque frère chanter sa propre composition, avec ses propres musiciens. Entre les villes, Michael vole séparément dans un jet privé. Lors du concert final de la tournée, à Los Angeles, Michael prononce un discours d'adieu. Il se remémore leur parcours commun et déclare que cela a été 20 longues années. Pas 20 années heureuses, pas 20 années merveilleuses, mais longues. Cette fois-ci, Michael est prêt à mettre un point final à leur biographie créative commune. Au milieu des années 80, l'image publique de Jackson change radicalement. À cette époque, un tabloïd britannique attribue à Michael le surnom offensant de Wacko Jacko, ce qui signifie chocard Jacko, dérivé du mot wacko, c'est-à-dire fou. Cette expression colle à Jackson pendant longtemps. Et la raison en est non seulement les changements physiques, mais aussi le comportement de plus en plus étrange et extravagant de l'artiste. Malgré son statut de superstar, Michael décide de minimiser tous les contacts avec la presse. Il ne donne pratiquement pas d'interviews. Selon lui, cela devait être bénéfique, ajouter une aura de mystère à l'artiste et ainsi accroître l'intérêt. Cependant, la presse commence à relayer les rumeurs les plus incroyables. Par exemple, qu'il aurait acheté le squelette d'un homme-éléphant, célèbre freak show du 19e siècle, et qu'il garde ses os chez lui. Michael qualifie cela d'absolue invention. De plus, des publications circulent une photo du chanteur dans une chambre hyperbare. Prétendument, il y dort pour prolonger sa vie jusqu'à 150 ans. Jackson répond que c'est complètement absurde, et dans ce cas, il a tout à fait raison. Toute l'histoire de la chambre hyperbare a été inventée et mise en scène par lui-même, avec son manager, DiLeo. Ils ont fuité la photo à un des tabloïds. Cette nouvelle sensationnelle a immédiatement été reprise par d'autres journaux, et l'image dans la chambre hyperbare s'est répandue dans les tabloïds du monde entier. De plus, le public commence à se poser la question: que se passe-t-il avec la couleur de la peau de l'artiste? Elle devient significativement plus claire. Veut-il vraiment se blanchir? Michael ne commente pas cela, du moins pas pour l'instant. Et bien sûr, en parlant des bizarreries de Michael, il est impossible de ne pas mentionner les animaux. Parmi les animaux de compagnie de Jackson au fil des ans, on trouve un mouton, un chien, une girafe, un serpent, un lama. Et ce n'est pas la liste complète. Au début, il organise un petit zoo directement chez ses parents, à Havenhurst, mais il se développera pleinement lorsqu'il achètera son propre ranch, Neverland. Un rôle particulier dans cette histoire est joué par un singe. Techniquement, ce n'est pas un singe, mais un chimpanzé. Mais ce n'est pas le principal. Au milieu des années 80, Michael commence à apparaître en public avec lui. Il emmène l'animal à des réunions importantes, lors du tournage de clips, pendant les enregistrements en studio, lors de voyages à l'étranger. Et même il envoie une voiture personnelle avec chauffeur pour le chimpanzé s'il ne peut pas venir le chercher lui-même. Le chimpanzé s'appelle Bubbles et il devient pour Michael non seulement un animal de compagnie, mais un véritable ami, malgré son comportement parfois agressif. Bubbles cassait du matériel en studio, perturbait les enregistrements et causait de nombreux désagréments. Jackson a adopté le chimpanzé alors qu'il vivait encore à Havenhurst, malgré les protestations de sa mère. Plus tard, il a transféré Bubbles à Neverland, mais finalement, il a donné son animal de compagnie agressif à une réserve spécialisée. L'une des raisons de l'apparition de Bubbles est l'immense amour de Jackson pour les animaux. L'autre est le désir de créer autour de lui le buzz nécessaire. Après le succès de Thriller,
Michael a décidé que toute sa vie était un grand spectacle et qu'une partie de ce spectacle consistait en des histoires aussi extravagantes. Ainsi, il prévoyait de contrôler la presse. Et au début, cela fonctionnait même. Mais rapidement, les rôles se sont inversés. Et c'est la presse qui a commencé à contrôler Michael. Certains diront plus tard qu'après Thriller, la chute de Jackson a commencé. Peut-être auront-ils raison, mais on ne peut le dire qu'après des années. Au milieu des années 80, tout semblait différent. Jackson était toujours au sommet. Sur le miroir de sa salle de bain, il écrit le chiffre 100 000 milles. C'est ainsi qu'il envisageait l'objectif de vente de son prochain album, 100 millions d'exemplaires, plus que les ventes de tout album dans l'histoire à ce moment-là. Au sommet de l'Olympe musical, c'est toujours agité. À peine as-tu réussi à t'y établir que de nouveaux artistes tentent de te renverser, plus frais, audacieux et provocateurs. Peu à peu, dans la seconde moitié des années 80, Jackson, même avec toutes ses excentricités, commence à sembler presque conservateur face à des étoiles montantes comme Madonna ou Prince. D'ailleurs, la presse qualifie souvent ce dernier de rival créatif de Michael. Les artistes essaieront d'enregistrer un morceau ensemble pour le nouvel album de Jackson, mais la collaboration ne se concrétisera pas, peut-être en raison d'une antipathie mutuelle dont on parlait beaucoup à l'époque. Michael ressent bien sûr la pression des nouveaux artistes populaires. Il sait que le seul moyen de rester au sommet est d'offrir au public quelque chose de nouveau, une nouvelle musique et une nouvelle version de lui-même. Jackson continue de travailler avec Quincy Jones et son équipe, mais parallèlement, il se consacre pleinement à de nouveaux morceaux chez lui, à Havenhurst, avec sa propre équipe. Cette fois, il souhaite que la majorité des compositions de l'album lui appartiennent. Les chansons créées par l'équipe de Michael ne plaisent pas à Jones. Il les trouve trop brutes. Les morceaux proposés par Jones ne conviennent pas à Michael. Il est convaincu que le producteur stagne et ne ressent pas les tendances du moment. Jackson désire un son plus agressif et nouveau. En 1987, l'album Bad sort. Même son titre et sa couverture semblent crier le désir de l'artiste de montrer qu'il n'est pas du tout un conservateur, qu'il évolue. D'ailleurs, le visage de Michael sur l'affiche est déjà complètement différent. Son nez est encore plus fin, sa peau est encore plus blanche. Ces changements sont particulièrement visibles si l'on compare la couverture de Bad avec celle de l'album précédent. Pour le tournage de la vidéo du titre éponyme, le réalisateur culte Martin Scorsese est invité. Le résultat est un court-métrage de 18 minutes. L'intrigue est basée sur une histoire vraie d'un étudiant noir tué par un policier dans un quartier défavorisé de New York. Et bien que Michael tente d'utiliser dans le clip un contexte social et racial, la réaction des critiques et du public s'avère ambiguë. Certains remarquent que Jackson vit depuis longtemps une vie différente et est clairement éloigné des problèmes actuels des classes populaires. Et compte tenu de toutes ces excentricités, il y a une part de vérité dans ses propos. La réaction des producteurs du label face au clip est également mitigée. La musique est excellente, disent-ils. Mais qu'est-ce qu'il a avec son visage? Par rapport à Thriller, l'album Bad est bien sûr en retrait. Et cela se reflète dans ses ventes. Mais c'est un exemple frappant du fait que le meilleur est l'ennemi du bon. Si l'on exclut Thriller de l'équation, Bad s'avère, objectivement, être un album très réussi, tant sur le plan financier que créatif. La moitié des chansons de cet album se classent en tête des charts.
Les ventes mondiales du disque atteignent plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Pour Michael lui-même, Bad représente en quelque sorte le sommet de sa créativité. 9 des 11 morceaux sont écrits par lui-même ou en coécriture. Dans de nombreuses compositions, Jackson a atteint ce son agressif qu'il désirait. Par exemple, la provocante Dirty Diana sur une rockstar et une fan, ou la dure Smooth Criminal sur un crime dans la rue. Et dans ce contexte, une autre chanson de l'album se démarque nettement. Man in the Mirror, une composition beaucoup plus calme avec un message positif. Si tu veux rendre le monde meilleur, commence par toi-même. La grande tournée mondiale en soutien à l'album Bad revêt une importance particulière pour Michael. C'est sa première grande tournée solo. Et ici, son perfectionnisme se manifeste pleinement. Il sélectionne soigneusement son équipe de musiciens. Par exemple, d'un plusieurs centaines de guitaristes, il n'en reste qu'un. Tout ce qui se passe sur scène pendant le concert est également sous le contrôle de Michael. Lumière, son, effets, costumes, et peut-être l'élément le plus important, la chorégraphie. Tout au long de ce spectacle de 2 heures, Jackson est constamment en mouvement. Il exécute avec virtuosité tous ces éléments qui sont aujourd'hui exclusivement associés à lui, bien qu'ils aient souvent été inventés avant lui. Le meilleur exemple est le moonwalk. Ce mouvement a été utilisé bien avant Michael par des artistes américains et des mimes français. Voici par exemple un enregistrement des années 50. Cependant, aujourd'hui, à chaque mention du moonwalk, seule l'image de Michael Jackson vient à l'esprit. Tous les efforts de Michael et de son immense équipe de musiciens, danseurs et techniciens portent leurs fruits. La première tournée solo de Jackson devient un succès retentissant. Plus de 4 millions de billets vendus, dont le prix chez les revendeurs atteignait $700, une somme considérable même aujourd'hui et simplement énorme à la fin des années 80. Pour Jackson, le succès de la tournée est d'autant plus important, car il représente la quintessence de sa vision artistique. Les concerts de Jackson à travers le monde se sont poursuivis pendant 16 mois. Lors de la tournée, il est devenu évident qu'il s'était entouré d'un petit groupe de personnes avec lesquelles il communiquait principalement. Pour les autres membres et travailleurs, Michael était inaccessible. Cependant, ce qui a attiré l'attention de certains managers et collègues n'était pas ce fait, mais le fait que la suite de Jackson comprenait des garçons d'environ 10 ans. Il pouvait s'agir des enfants de ceux avec qui Michael travaillait, ou de jeunes qui participaient directement à des projets avec lui, par exemple apparaissant dans des publicités. Parfois, les garçons voyageaient avec leurs parents, parfois sans. L'entourage de Michael s'est alors divisé en 2 camps. La première moitié estimait qu'il n'y avait rien de mal à cela. Oui, c'était peut-être particulier, mais Michael était un peu comme Peter Pan, un garçon qui ne veut pas grandir. Il n'avait pas eu d'enfance normale, et maintenant il l'a rattrapée. Il s'amusait avec les enfants, leur faisait des blagues, regardait des films et participait à d'autres activités typiques des préadolescents. En résumé, tout cela semblait inoffensif. Une autre partie de l'équipe de Jackson a commencé à s'inquiéter sérieusement de cette situation. Parmi eux se trouvait le manager de longue date de Michael, Frank DiLeo. Et bien qu'il reconnaisse lui-même qu'il n'avait observé aucune activité illégale de la part de Michael envers les enfants de son entourage, cela semblait très étrange de l'extérieur. Il avertissait à juste titre que tout cela pourrait devenir un gros problème à l'avenir. Personne ne se soucierait de savoir s'il s'était passé quelque chose ou non.
Mais si les garçons disaient que c'était le cas, tout le monde les croirait, plutôt que Michael. À cet égard, le manager avait littéralement vu dans l'avenir. Juste après la fin de la tournée, Michael a licencié DiLeo. La tournée Bad s'est terminée en 1989 et à ce moment-là, beaucoup de choses dans la carrière de Michael ont pris fin. En plus de son manager, il se sépare de Quincy Jones et de la majorité de son ancienne équipe. Jackson était convaincu que Jones souhaitait également aller de l'avant. Ce dernier, quant à lui, a perçu cette rupture comme un événement totalement inattendu. Un an auparavant, en 1988, Michael achète le célèbre ranch Neverland en Californie, au nord de Los Angeles. La propriété coûte au chanteur environ 20 millions de dollars. Le domaine tire son nom d'un lieu fictif de l'histoire de Peter Pan. En fait, l'immense territoire du ranch ressemble davantage à un gigantesque parc d'attractions pour enfants. Un immense cinéma où étaient le projeté des blockbusters hollywoodiens qui n'étaient pas encore sortis en salle. Un zoo avec des girafes, des lions, des éléphants et d'autres animaux, des manèges, des piscines, et ainsi de suite. Une fois le ranch prêt, Michael commence à y inviter de nombreux amis célèbres ainsi que des enfants. Parmi ces derniers se trouvent des célébrités comme Macaulay Culkin, la star des films « Maman, j'ai raté l'avion », ainsi que des garçons peu connus avec qui Michael a eu des rencontres fortuites. Par la suite, ce qui se passait à Neverland deviendra la cause de certains des plus grands scandales. Mais à l'époque, personne n'y pensait encore. À la fin des années 80, le contrat de Jackson avec CBS arrive à expiration. Michael et son manager négocient des pourcentages de vente d'albums encore plus avantageux et des cachets encore plus importants. En un mot, ils obtiennent un contrat qui n'avait jamais été accordé à aucun artiste dans l'histoire. Le nouvel album de Michael, intitulé Dangerous, sort en 1991. Jackson tente à nouveau de se réinventer avec un nouveau son. Au lieu de son ancienne équipe, de nouveaux musiciens, un ingénieur du son et un producteur sont engagés. Les chansons intègrent des éléments de rock, de funk et même l'influence du hip-hop à la mode à l'époque. La composition la plus célèbre de l'album devient Black or White. Le sens de cette chanson est clair, rien qu'à son titre. Elle parle d'égalité et du fait que la couleur de la peau n'a pas d'importance. L'album occupe immédiatement la première place des charts, mais à ce moment-là, cela n'est pas perçu comme une grande victoire artistique. Tout d'abord, le disque est nettement inférieur aux précédents albums de Michael. De plus, il se dégage une impression que la nouvelle musique et l'ensemble de l'image de Jackson ne correspondent pas vraiment à l'époque. Un critique a écrit dans sa critique « Un album qui essaie de plaire à tout le monde, venant d'un homme qui a tout. En même temps, les stations de radio et l'esprit du grand public sont captivés par le rock désordonné, dont le principal représentant est le jeune groupe Nirvana. » Pour être juste, il convient de noter qu'avec le temps, l'attitude envers Dangerous a changé, et ce, en mieux. De nombreux critiques soulignent ces innovations musicales, qui s'harmonisent avec des textes dans lesquels Michael exprimait ce qui le préoccupait réellement. À peu près à cette époque, Jackson propose une idée inhabituelle. Il exige qu'on le présente désormais partout comme le « roi de la pop », « King of Pop ». Selon certains employés de la maison de disques, cette demande semblait d'abord étrange et même suscitait des sourires. Cependant, après un certain temps, l'expression s'est répandue et a commencé à s'associer spécifiquement à Michael.
La nouvelle tournée de Michael, le Dangerous Tour, devient encore plus grande et plus spectaculaire que la précédente. La scénographie et les effets sont d'une ampleur incroyable. Pour transporter tout l'équipement nécessaire à la tournée, les producteurs doivent louer 3 énormes avions cargo soviétiques. Chaque spectacle de la tournée s'ouvre avec un super effet. Michael est soudainement propulsé depuis sous la scène par un mécanisme spécial. Le public tombe littéralement dans l'hystérie. Ensuite, Jackson reste simplement silencieux dans une pause pendant plusieurs minutes. Tout ce temps, la salle rugit. Il est peu probable qu'il y ait eu un artiste dans l'histoire capable de captiver l'attention de dizaines de milliers de personnes, simplement en restant sur scène. Dès la première composition, Jackson se déplace activement tout au long de la performance. À chaque concert, il perd entre 8 et 9 kilogrammes. Sur les conseils des médecins, Michael doit même renoncer au végétarisme. Il a besoin de protéines. Au cours de la tournée, Jackson se rend périodiquement en Amérique. Par exemple, pour se produire devant le président ou donner une interview à Oprah Winfrey. Cette interview a été le premier grand échange de Michael avec un journaliste en 10 ans. Jackson a décidé de le faire, non pas par choix, mais parce qu'il et son équipe de producteurs comprenaient que la popularité s'estompe progressivement et qu'il était nécessaire de rappeler au public qui est le véritable roi de la pop. Le contenu de la conversation n'est pas si intéressant. Michael évite habilement les questions habituelles ou répète des histoires qu'il a déjà racontées sur son enfance. Ce qui est curieux dans cet échange, c'est la façon dont Jackson parle et se présente devant le public. La superstar mondiale, dont les chansons et les mouvements sur scène sont toujours énergiques, se révèle être une personne plutôt timide, avec une voix douce dans la vie. Cependant, le moment le plus frappant reste bien sûr l'apparence de Michael. Il est encore plus pâle et son nez est encore plus petit. Lorsqu'on lui demande combien d'opérations de chirurgie esthétique il a subies, Michael répond « Juste quelques-unes ». Il est évident qu'il minimise, car même son nez a été sous le scalpel du chirurgien un nombre de fois bien plus élevé, sans parler des autres parties de son visage. Enfin, en réponse à la question sur la couleur de sa peau, Michael évoque pour la première fois publiquement sa maladie, le vitiligo, un trouble de la pigmentation de la peau. Certaines zones de son corps deviennent progressivement beaucoup plus claires. Les premiers signes de la maladie sont apparus chez Jackson au début des années 80, et en raison d'une dépigmentation inégale, il a dû éclaircir sa peau dans son ensemble pour obtenir une teinte homogène. L'interview rassemble devant les écrans un incroyable public de 90 millions de téléspectateurs, et elle aurait sans doute attiré encore plus de monde si elle avait été diffusée 6 mois plus tard. En effet, c'est à ce moment-là que Michael aurait été accusé pour la première fois d'avoir abusé d'un mineur. Tout a commencé 1 an auparavant, à l'été 1992. La voiture de Michael tombe en panne lors d'un trajet à Los Angeles. Le propriétaire d'une agence de location de voitures, Dave Schwartz, prête à l'artiste l'un de ses véhicules. Ce jour-là, Dave est accompagné de sa femme June et de son fils de 13 ans, d'un précédent mariage, Jordan Chandler. Quelques mois après cet incident, Jackson invite les parents et Jordan à son ranch Neverland. Ce ne sera pas la seule visite de la famille Chandler au domaine de Michael. Lors de ces visites, le jeune adolescent rencontre d'autres garçons, parmi lesquels se trouve, par exemple, Macaulay Culkin. Comme pendant les tournées, Michael s'amuse avec les enfants, y compris dans sa chambre,
et sur son lit. Jackson emmène également Chandler et sa mère à Disneyland et à Monte Carlo. Peu à peu, le père biologique de l'adolescent, Evan Chandler, commence à soupçonner quelque chose de louche. Il demande à son fils si le chanteur lui a fait des avances. Jordan répond qu'il n'y a rien eu de tel. Cependant, Evan n'est pas satisfait de cette réponse et fait appel à un psychiatre qui exprime l'opinion que le comportement de Michael envers l'adolescent pourrait être inapproprié. Cependant, le psychologue tire ses conclusions non pas sur la base des paroles du garçon lui-même, mais en fonction de la manière dont le père décrivait les voyages de son fils chez Jackson. Michael déclare alors qu'Evan Chandler ressent de l'antipathie à son égard, simplement parce que Michael ne souhaite pas communiquer avec lui, maintenant un contact uniquement avec sa femme et son fils. Evan Chandler décide de porter des accusations contre Jackson pour régler l'affaire avant le procès. Il exige de Michael 20 millions de dollars. Jackson refuse. Il est important de mentionner qu'Evan était dentiste de profession et qu'il soignait également son fils. Lors d'une des procédures d'extraction dentaire, Jordy Chandler est allongé dans le cabinet de son père sous anesthésie. Evan décide de demander à son fils dans cet état. Michael lui a-t-il fait des avances? Et Jordy répond que oui. Après cela, Evan emmène son fils chez un psychologue. Là, l'adolescent confirme les propos tenus sous anesthésie et raconte en détail comment Jackson l'a corrompu. Une enquête officielle est ouverte. En août 1993, une équipe de policiers se rend avec un mandat de perquisition au ranch de Jackson, Neverland, et dans son